Bien, bonjour, donc nous allons voir ce nouveau chapitre, analyse asymptotique. Il y a plusieurs objectifs dans ce chapitre. C'est de définir les équivalents, les petits taux et les grands taux, que vous avez déjà vus pour les suites, et les voir pour les fonctions. Il faudra ensuite, après, définir les développements limités. Il faudra utiliser les développements limités parce que les développements limités seront un outil pour calculer des limites que pour l'instant vous ne savez pas calculer, et aussi pour l'étude des fonctions. Alors c'est quoi un développement limité, puisque j'utilise déjà ce mot? Eh bien, c'est un polynôme qui va approximer une fonction f, alors au point A. Et donc c'est quoi l'ordre n? L'ordre du polynôme, ça veut dire que c'est le degré, on approxime la fonction f par un polynôme de degré au plus n, et on essaie de trouver celui qui approxime le mieux. Évidemment, le mieux pour l'instant, on ne sait pas encore trop ce que c'est, mais on va le définir. Voilà quel est l'objectif. Alors, tout d'abord, il va falloir définir les fonctions petit o, parce que c'est ça qui va être euh, important pour le développement limité. Donc, premièrement, on nous dit. Alors, j'ai oublié d'abord de préciser que dans tout ce chapitre-là, I, ça sera toujours un intervalle de R. A, ça sera un élément de l'intervalle ou une de ses extrémités. Et ici, je vais définir F, G, H et K, des fonctions qui sont définies au moins sur I privé de A, alors dans R. Et une bonne fois pour toutes, je vais dire que si on divise par G, comme j'ai parlé de limite, ça va sous-entendre que G ne s'annule pas sur un voisinage de A, sauf éventuellement A. Comme ça me permettra de faire des divisions sur un voisinage de A. Et N sera un entier naturel. Donc, quelle est la définition de petit o? Alors ça va être la même que pour les suites. Si vous vous rappelez, UN est un petit o de Vn, c'est équivalent à dire que UN sur Vn tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Et bien ici ça va être pareil mais avec les fonctions. C'est la fonction f de x sur g de x tend vers 0, mais cette fois-ci quand x tend vers a. Parce qu'on dit que f est négligeable devant g au voisinage de a. C'est quand on est proche de a, on a le quotient tend vers 0. C'est-à-dire que f est très petit devant g parce que le quotient des deux tend vers 0. Alors il y a deux notations qui sont équivalentes. Soit on écrit que f c'est un petit taux de g avec indice a. On peut écrire la même chose mais avec des f de x, un petit taux de g de x en petit a. Et donc comment on lit ça? On lit f est un petit taux de g au voisinage de a. Le petit taux là c'est pour le haut. Donc si on veut regarder deux exemples, donc on affirme que x au carré est un petit taux de x puissance 4 en plus infini. Alors pour le vérifier, eh bien on prend x au carré, on le divise par x puissance 4, on essaye de voir ce que fait ce calcul. Alors ce calcul, bah, ça c'est facile de voir que ça fait 1 sur x au carré. Et ça tend vers 0 quand x tend vers plus infini. Parce que x au carré tend vers plus infini, et là c'est à l'inverse. Donc ça prouve bien que x au carré est un petit taux de x puissance 4. Si je fais le deuxième, cette fois-ci je vais devoir faire x à la puissance 4 divisé par x au carré. Ça fait x au carré. Et puis ici je fais tendre x vers 0 parce que j'ai mis un 10 0, donc ça veut dire que la variable va tendre vers 0. Et ça tend bien vers 0 quand x tend vers 0. Donc ceci, x à la puissance 4 est bien plutôt de x carré. Donc vous voyez, le résultat qu'on indique, il dépend évidemment de où vous radez la limite. On n'a pas forcément les mêmes résultats en plus infini et en 0. C'est pour ça qu'il faut préciser au voisinage de quel point on se place. Il faut préciser qui est A dans chacun des exemples. Si on note f est un plutôt de g, on ne sait pas en quel point le quotient de f sur g doit tendre vers 0. Alors, on nous dit maintenant une petite remarque, donc pour caractériser ce que c'est que f est un plutôt de g, on va dire si et seulement si, on peut trouver une fonction epsilon, telle que f de x égale epsilon de x fois g de x, et la limite de epsilon de x égale 0. Alors pourquoi c'est vrai? Donc ça, vous voyez, c'est l'avantage de traduire ça comme ça, c'est qu'il n'y a plus de petit taux ici. Il y a, ici, parce que f est un petit taux de g, c'est-à-dire que f divisé par g tend vers 0. Et parfois on n'aime pas trop les divisions, et donc l'avantage, c'est quand on l'a écrit comme ça, et ben, il n'y a plus de division, il n'y a plus la division de f par g. F de x s'écrit comme epsilon de x fois g de x. Donc on va démontrer ça, c'est pas très compliqué. On peut la démontrer même par équivalence. Donc ça veut dire quoi que f est un petit taux de g? Donc on l'a dit, c'est la définition. Ça veut dire que f de x sur g de x tend vers 0 en a. Quand x tend vers 1. Ça, ce quotient, je peux le poser epsilon. Donc si je le pose à epsilon, donc j'ai epsilon de x égale f de x sur g de x. Donc ça, je définis ce epsilon là, et bien il tend vers 0 quand x tend vers 1. Et ça, je peux le réécrire autrement.
cette écriture-là, si je multiplie tout par g, j'ai que du coup g de x égale epsilon, pardon, epsilon g de x fois epsilon de x égale f de x quand je multiplie tout par g de x. Et on a toujours epsilon de x qui tend vers 0 quand x tend vers a. Donc ici, vous voyez, j'ai raisonné par équivalence. J'ai démontré du coup que ça est bien équivalent à ça. Ce que je voulais avec du epsilon qui tend vers 0. Donc ça me finit cette petite remarque. Et donc comme je l'ai dit, ça me permet d'écrire f en fonction de g, mais sans avoir de faire de division pour traduire le petit o de g. Un autre petit exemple. Qu'est-ce que ça veut dire que f, donc si je prends L un réel, ça veut dire quoi? Que f de x tend vers L, et ben je vais pouvoir le traduire en termes de 1 petit o de 1. Donc f de x tend vers L quand x tend vers A. C'est équivalent à dire eh bien, que f de x moins L tend vers 0 quand x tend vers A. Donc là j'ai juste retranché L des deux côtés. Maintenant ce que je peux faire, puisqu'on parle de petit o de 1, bah, je vais diviser par 1. Ça veut dire que f de x moins L sur 1 tend vers 0. Pourquoi c'est vrai ça? Eh bien parce que je vais diviser seulement par 1 et que les limites, eh ben, je peux les diviser par un scalaire, ici en l'occurrence c'est 1. Et ça, c'est équivalent à dire que f de x moins L divisé par quelque chose tend vers 0, donc c'est un petit o de quelque chose, donc c'est un petit o de 1. Évidemment toujours en A. Et vous voyez, maintenant j'ai plus qu'à faire passer le L de l'autre côté et c'est fini. F de x égale L plus un petit o de 1. Voilà, donc j'ai bien, encore une fois, trouvé le résultat que je voulais. Et j'ai raisonné que par équivalence, donc ça me démontre bien le si et seulement si. Maintenant, les petites propositions relatives aux opérations qu'on peut faire avec les petits o. Donc, proposition numéro 1, par exemple, si f est un petit o de lambda g, donc avec lambda une constante, alors finalement f, je peux enlever la constante et dire que f est un petit o de g. Deuxième point, si f c'est un petit o de g, h est un petit o de g, alors la combinaison linéaire des deux est encore un petit o de g. Troisième point, si f c'est un petit o de g, g c'est un petit o de h, alors f est un petit o de h. Ça veut dire que si f est très petit devant g, et que g est très petit devant h, alors f est très petit devant h. Le point numéro 4 nous dit que si f est un petit o de g, et que h est un petit o de k, alors je peux faire les produits. C'est-à-dire que le produit f fois h sera un petit o de g fois k. Le point numéro 5 nous dit que si f est un petit o de h, alors si je peux tout multiplier par g, et donc f fois g sera un petit o de hg, vous voyez j'ai pu multiplier par g et le g est rentré dans le petit o, et puis ça marche dans l'autre sens. Si fg égale à un petit o de hg, et ben je peux diviser par g des deux côtés, et j'aurai bien ça. Le point numéro 6 est légèrement plus compliqué. Si je suppose que f égale g plus un petit o de g, alors h, il est petit devant f, donc négligeable devant f, si et seulement si, il est négligeable devant g. Ça, en gros, ça veut dire que f et g ont plus ou moins la même taille. C'est-à-dire qu'en fait, ça, on le dira plus tard, même si on n'a pas encore vu cette notion-là encore, mais vous l'avez vu pour les fonctions, ça veut dire que f, elle est équivalente à g au point a. Alors là, j'ai oublié un petit a sous le égal. Évidemment, ici, il faut mettre des petits a. Ici, on est que on fait que des comparaisons au point petit a. Donc ça voudrait dire que f est équivalent à g. Je rappelle que ce que vous aviez vu pour les suites, c'est que une suite un est équivalente à vn en plus infini. Ça veut dire que la limite du quotient égale 1 en plus infini. Donc ici on aura la même définition quasiment pour les fonctions, mais on ne l'a pas encore vu, donc je vous le mets là juste pour indication. Et donc ça veut dire que si h est un petit o de lui, alors il sera aussi un petit o de g, et vice versa. Voilà, on va essayer de démontrer tous ces théorèmes. Et voilà. Donc premièrement, donc démonstration. Donc f, donc je suppose que f est un petit o de lambda g, et donc je dois montrer que f est un petit o de g. Donc pour démontrer que f est un petit o de g, il faut que j'étudie f sur g. F sur g. Donc je vais écrire f sur g. Et f sur g, qu'est-ce que je connais comme information? Moi, je connais une information sur f sur lambda g. Puisque je sais que ça tend vers 0, puisque f est un petit o de lambda g. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je complète pour avoir un truc qui est vrai. Et bien du coup, je vais dire que c'est lambda fois ça.
Et l'avantage, c'est que ça, du coup, ça tend vers 0 par hypothèse. Et lambda, c'est un nombre. Donc ça, je peux dire que ça tend vers lambda fois 0. Évidemment, ça, on fait une limite en A. Donc on a des petits 2. Et donc ça prouve bien que donc f sur g tend vers 0. Donc f est un petit 2 de g. Donc ça, c'était le point numéro 1. Si je veux faire le point numéro 2, hop, le point numéro 2. Donc on me dit si f est un petit 2 g, h est un petit 2 g, alors lambda f plus h c'est un petit 2 g avec lambda 1 réel. Donc bah, du coup je vais étudier lambda f plus h sur g pour voir si ça tend vers 0, puisque c'est ça que je veux démontrer. Et ça, bah, comme j'ai une somme, et bah, je peux séparer la fraction et dire que ça c'est lambda f sur g, c'est f sur g plus h sur g. Qu'est-ce que je sais de f sur g qui tend vers 0? Qu'est-ce que je sais de h sur g que ça tend vers 0? Et donc là j'ai une combinaison linéaire de deux fonctions qui tendent vers 0. Et bien donc ça tend vers lambda fois 0 plus 0 en a. Et ça, bah, du coup c'est 0. Et donc ça prouve bien que lambda f plus h est un petit taux de g. Point numéro 3. Alors pour le changer, je vais l'écrire avec des x. Donc f est un petit taux de g, g est un petit taux de h. Il faut que j'arrive à démontrer que f est un petit taux de h. Donc cette fois-ci, je vais mettre des x. Donc je vais étudier f de x sur... Moi, j'aime pas mettre des h de x, je préfère qu'il n'y ait pas de x, mais pour changer de temps en temps. Ça, c'est... Donc je vais étudier f de x sur g de x, et j'espère que ça tend vers 0. Comme je sais que f divisé par g, j'ai une information, et ben du coup, je vais commencer par écrire f de x divisé par g de x. Donc en faisant ça, j'ai fait apparaître du g de x au dénominateur, donc il faut que je le fasse disparaître en le remultipliant par g de x devant. Et ainsi, f de x sur g de x, ça tend vers 0 par hypothèse. G de x sur h de x, ça tend vers 0 par hypothèse. Donc tout ça tend vers 0 fois 0 quand x tend vers a. Et donc ça, c'est bien la preuve que f de x, c'est un petit taux de h de x. Point numéro 4. Si f est un petit taux de g, h est un petit taux de k, alors f fois h est un petit taux de gk. Donc encore une fois, si je veux étudier le fait que f de h soit ou non un petit taux de g fois k, et ben je fais la division. Et ça, je peux écrire que c'est f sur g fois h sur k. F sur g, je sais que ça tend vers 0, par hypothèse. H sur k, ça tend vers 0. Donc tout ça tend vers 0 fois 0 en a. Et donc ça prouve bien que f fois h est un petit taux de gk. Point numéro 5. Alors, on me dit f est un petit taux de h si et seulement si fg sur fg est un petit taux de hg. Donc bah pour ça, alors je vais peut-être le faire ici, le point numéro 5. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer f sur h. Et f sur h, je peux l'écrire. Si je multiplie par g en haut et en bas, f fois g sur h fois g. Donc si ça se tend vers 0, alors ça se tend vers 0. Donc on peut l'écrire comme ça. F est un petit taux de h. Si et seulement si f sur h qui est égal à f fois g sur g fois h sur h fois g tend vers 0 en a. Et ça, c'est équivalent à dire que f fois g sur h pardon, ça c'est équivalent à dire que f fois g est un petit taux de hg. Donc ça finit la démonstration du point numéro 4. Point numéro 6. Donc on suppose, donc je vais recopier, donc c'est supposons f égale g plus un petit taux de g. Il faut que je démontre que h est un petit taux de f si et seulement si h est un petit taux de g. Donc pour ça, je vais calculer h sur f. Du coup, h sur f, bah, je peux remplacer g par sa valeur, donc je peux dire que c'est g plus un petit taux de g. Et ça, là en bas, il y a 2g, donc je peux le factoriser par g, donc ça fait g facteur de 1 plus un petit taux de 1. Pourquoi je peux faire ça? Grâce au point d'avant, quand je multiplie
une fonction par g, je peux faire rentrer le g dedans dans le petit o. Et donc, vous voyez, si h c'est un petit o de g, ici j'aurai h sur g fois 1 sur 1 plus un petit o de 1. Ça tend vers 0 par hypothèse. Et ça tend vers quoi? 1 divisé par 1 plus un petit o de 1. Petit o de 1, ça tend vers 0. Plus 1, ça tend vers 1. Donc tout ça tend vers 1 en A. Et donc par produit des limites, on a prouvé que donc h sur g, h sur f tend vers 0 en A. Et donc que h est un petit o de f. Donc là j'ai fait un sens. Réciproquement, eh bien si h est un petit o de f, alors je reviens à h divisé par f égale h sur g fois 1 sur 1 plus un petit o de 1. Ici j'aimerais avoir une information sur h sur g. Le problème c'est que ce terme parasite qui m'embête, et ben il ne va pas m'embêter longtemps. Je multiplie des deux côtés par 1 plus un petit o de 1, et donc j'obtiens h sur f fois 1 plus un petit o de 1 égale h sur g. Ça c'est tend vers 0 par hypothèse, et ça on l'a déjà dit, c'est tend vers 1 en A. Et donc h sur g tend vers 0, et donc h est un petit o de g. Voilà, et donc ça finit bien ce que je voulais. Alors attention, petite précision, si f est un petit o de g et h est un petit o de g, ça ne veut pas du tout dire que f égale h. Ça veut dire que f est un petit o de g, que f divisé par g tend vers 0, ça veut dire que h divisé par g tend vers 0, mais il peut y avoir plein de fonctions qui divisées par g tendent vers 0 sans qu'elles soient égales. Par exemple, x à la puissance 4, c'est un petit o de x au carré en 0, et x à la puissance 3, c'est aussi un petit o de x au carré en 0. Et pourtant, ces deux fonctions-là ne sont pas du tout égales. Donc c'est vraiment qu'une notation. Voilà, faites attention. Et dernière partie, on peut réinterpréter les croissances comparées en termes de petit o. Vous voyez, moi je prétends que ln de x à une certaine puissance est un petit o de x à la puissance bêta avec bêta positif. Pourquoi c'est vrai? Parce que si je veux le vérifier, je fais la division. J'ai du ln de x à la puissance a sur x à la puissance bêta. Quand x tend vers plus l'infini, il y a ça tend vers plus l'infini, et ça peut tendre vers plus l'infini aussi si alpha est positif strictement. Mais qui l'emporte? Et moi je sais que c'est la puissance du x qui l'emporte. Donc ça c'est tend vers 0 par croissance comparée. Et donc ça prouve cette égalité. Et les autres c'est exactement pareil. Là je vais faire x à la puissance alpha sur exponentielle de bêta x. Encore une fois, c'est l'exponentielle qui l'emporte sur la puissance du x, donc ça c'est tend vers 0 par croissance comparée. Et etc. pour les autres. Alors peut-être faire juste celui-là. Donc si je prends alpha strictement plus petit que bêta, je fais x à la puissance alpha divisé par x à la puissance bêta. Ça c'est x à la puissance alpha moins bêta. Et quand je fais tendre alpha moins bêta, ici il est négatif. Donc j'ai du x à la puissance quelque chose de négatif. Et ça, moi je sais que quand x tend vers plus infini, ça tend vers 0. Quand x tend vers plus infini. On peut faire pareil mais en 0. Cette fois-ci, ça va être x à la puissance bêta qui sera un petit o de x à la puissance alpha. Pourquoi? Parce que x à la puissance bêta divisé par x à la puissance alpha, ça fait x à la puissance bêta moins alpha. Et bêta moins alpha, ici c'est positif, et je fais tendre x vers 0. Donc ça tend vers 0. Si vous n'êtes pas au point sur les limites de fonctions x à la puissance quelque chose en plus infini ou en 0, il faut les réviser. Bon, et les autres se font exactement pareil, en divisant et en faisant des croissances comparées. Voilà pour le début, la définition et les propriétés des petits o.